Je- Merci, il y a l'enregistrement qui me parle dans l'oreille maintenant. Alors, je reprends où j'en étais. Et puis, je vais faire preuve d'un peu de flexibilité, je crois, après ce début. Je pense qu'il faut que je passe assez rapidement sur ce qu'on avait, où on en était resté le 15 juin. Donc, un petit rappel, l'agriculture suisse, c'est une agriculture qui est fortement protégée. En comparaison internationale, on est un des 3, 4 pays au monde qui intervient le plus massivement sur son agriculture pour la soutenir, pour l'encourager, aussi pour des raisons que j'ai présentées tout à l'heure, hein. Et puis, dans ce contexte, je rappelle que le revenu des agriculteurs il reste relativement bas, hein. En Suisse, les salaires sont élevés et puis dans le secteur agricole, ce n'est pas une nouveauté, particulièrement dans la région de montagne, les salaires sont bas, les conditions de vie restent difficiles. Donc, on a affaire avec cette problématique, hein. Un soutien relativement important, mais d'un autre côté, des revenus qui ne sont pas forcément élevés par rapport à ça. Et puis, j'avais, en fin de compte, souligné 4 défis qui me semblaient importants. Prendre en compte la complexité des systèmes alimentaires avec des tâches multifonctionnelles, beaucoup d'attentes et parfois des contradictions, des conflits d'objectifs. Produire plus et ne pas dépasser la capacité de charge des écosystèmes, donc cette fameuse sécurité de l'approvisionnement. Et ici, il y a beaucoup de questions qui m'ont été adressées et j'en profite pour répondre à quelques-unes d'entre elles. L'autosuffisance, la sécurité de l'approvisionnement, elle est en Suisse actuellement aux alentours de 57% brut. Si on retranche les importations d'aliments pour animaux, on arrive à 50%. Donc, on peut dire grosso modo qu'on produit 1 calorie sur 2 en Suisse et l'autre, elle vient des importations. La première question, c'est est-ce qu'on peut faire plus? On peut faire plus, oui. On a d'ailleurs vécu une période troublée, notamment la Deuxième Guerre mondiale, où la Suisse a mis en place ce qu'on a appelé le plan Wallen, hein, du nom du Conseil fédéral à l'époque qui était en charge de ce plan. Et l'objectif, c'était de produire le plus de nourriture possible parce que la crise en Europe empêchait les importations. On a planté des pommes de terre partout en Suisse, sur la place fédérale, à Zurich, au milieu de la ville, dans les talus de l'Entlebuch et de l'Emmental. Il y avait des patates partout pour effectivement essayer de booster la production. Et le taux d'auto-approvisionnement, durant cette période, il a atteint environ 70-72%. Donc, il faut aussi se rendre à l'évidence. Vivre en autarcie, produire tout ce qu'on consomme chez nous, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et de mon point de vue, ce n'est pas souhaitable parce qu'une alimentation diverse, variée, c'est aussi une grande chance pour les consommatrices et les consommateurs de ce pays. Donc, la sécurité de l'approvisionnement, et je réponds à la deuxième question ici en lien avec la crise ukrainienne, la sécurité de l'approvisionnement, elle repose toujours sur plusieurs piliers. Et en Suisse, on en a 3. Le premier, c'est la production indigène, les 50%, 55% qu'on produit chez nous. Le second pilier, c'est les importations, d'où l'importance d'avoir aussi des accords commerciaux qui garantissent une certaine stabilité dans l'approvisionnement. Et le Conseil fédéral a aussi cette mission de créer des relations commerciales internationales stables en vue de garantir une forme de sécurité de l'approvisionnement. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle les réserves obligatoires. En Suisse, pour un certain nombre d'aliments, on a des réserves qui doivent suffire pour 3 à 6 mois selon les aliments, pour le sucre, pour les céréales, pour les huiles minérales, pour certains types de fourrages, de manière à ce que si on a un chaos complet, par exemple durant la crise du coronavirus, et puis que les systèmes sont complètement bloqués, on arrive quand même à garantir l'approvisionnement pendant une courte période de situation de crise. Et ces 3 piliers, ils garantissent un approvisionnement relativement sûr, ce qui me fait dire qu'actuellement, la crise ukrainienne, aussi dramatique soit-elle, ne pose pour l'instant pas de problème majeur pour l'approvisionnement alimentaire de la Suisse.
On a plus de soucis, hein, je l'ai encore lu tout à l'heure cet après-midi, avec l'approvisionnement en énergie, en gaz, ou ce genre de choses, plutôt qu'en approvisionnement en denrées alimentaires. Voilà par rapport à la sécurité de l'approvisionnement. Remettre les agriculteurs au cœur des systèmes alimentaires, responsabilité et confiance, ici je reviendrai là-dessus. Et puis pour finir, la compétitivité internationale, ici aussi il y a eu deux questions. La première question c'était est-ce que les accords commerciaux de la Suisse avec des partenaires internationaux nous contraignent, nous obligent à importer d'un pays ou d'un autre? Absolument pas, il n'y a aucune obligation. Les accords commerciaux, ils facilitent, c'est vrai, l'importation d'un pays avec lequel on a un accord préférentiel parce qu'ils peuvent importer en Suisse avec des conditions qui sont favorables par rapport à un autre pays. Donc, en fonction des accords qu'on peut avoir, tout d'un coup, c'est vrai que un produit, il peut être plus intéressant parce que dans le cadre de l'accord commercial, on a accordé une faveur aux pays avec lesquels on a discuté. Mais il n'y a pas d'obligation. Et puis les chances, c'est les chances. Pour commencer, c'est une intervention d'un collègue français la semaine dernière qui m'a interpellé, c'était carte du monde inversée. Puis il a dit, regardez l'Europe. L'Europe, c'est l'orange là en bas. Il a dit, l'Europe, c'est la périphérie du monde. Puis je me suis dit, mais la Suisse, c'est quoi si l'Europe, c'est la périphérie? C'est un confetti. C'est un confetti. Alors il faut qu'on fasse attention de ne pas perdre de vue que ce qu'on va faire chez nous, l'impact international, il sera relativement modeste. La taille de la Suisse, c'est un confetti sur ce qu'on pourrait appeler la planisphère, la géopolitique de l'alimentation. Mais en revanche, la Suisse, elle peut jouer un rôle important dans certains domaines. Et notamment, je pense à la durabilité. La politique agricole qu'on a mis en place il y a 30 ans en arrière, elle a fait figure de modèle pour beaucoup de pays qui ont suivi ce que la Suisse a fait, notamment l'Union européenne. Donc ici, je pense qu'on a une carte à jouer. Cette idée de multifonctionnalité que l'agriculture, elle produit pas seulement des denrées alimentaires, mais également elle a d'autres tâches, c'était une innovation importante. Ensuite, un peu aussi pour provoquer peut-être la culture de l'innovation, l'esprit d'entreprise, le dynamisme. On aime bien critiquer les grandes multinationales, mais on oublie qu'en Suisse, un grand nombre d'entreprises rayonnent à l'international, dans les secteurs alimentaires également. Elles font pas tout juste, mais d'une certaine manière, elles peuvent aussi, par leur action, avoir un impact qui dépasse largement les frontières de notre pays. Donc, ce qu'on fait en fin de compte, même si l'impact réel, direct, il sera relativement faible, il peut être plus grand si on le prend au sens large, si on réfléchit à cette approche de modèle. Voilà, maintenant, ça c'est un slide qui m'a été suggéré par les collègues qui organisent. Comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut intervenir pour répondre à ces défis? Il y a beaucoup de mesures. Soit on peut, c'est l'idée de la carotte, encourager, le bâton, on peut taper, ou bien il y a peut-être d'autres mesures un peu indirectes. Et les systèmes agricoles, ça fonctionne un peu selon ce principe. Donc en gros, on a 4 types de mesures. La première, c'est la protection à la frontière. La protection à la frontière, l'organisation du commerce, entre guillemets, agricole entre la Suisse et internationale, c'est un instrument qui est très, très important. Le deuxième, c'est les instruments de politique agricole au sens strict. Donc, les instruments pour lesquels la Confédération dépense de l'argent pour encourager l'agriculture. Il y en a 3 types. Le premier, c'est le plus important, c'est les paiements directs que vous connaissez. Le second, c'est ce qu'on appelle les mesures de production et des ventes, les mesures de marché. Et le troisième instrument, c'est ce qu'on appelle les améliorations structurelles ou bien les crédits d'investissement. Puis pour finir, il y a peut-être d'autres instruments que vous pouvez imaginer qui pourraient venir s'ajouter. Mais ce qui est important, et puis si, à mon avis, c'est le message clé que j'ai à vous communiquer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, sinon on l'aurait déjà trouvé. Il n'y a pas de solution miracle. Chaque instrument, il a des effets qui sont peut-être moins souhaitables. Et puis, d'autre part, il faut trouver un équilibre parce qu'il y a beaucoup d'objectifs à poursuivre.
Et puis, parfois, si on met l'accent davantage sur un objectif, on en appauvrit un autre. Et puis, cet équilibre, il est difficile à trouver. C'est pour ça que j'ai choisi cette image pour le symboliser. Hein. C'est un slackliner là, au-dessus du Molaison, hein, de la région à peu près d'où je viens. Et je trouve que ça symbolise bien la politique agricole. Il faut garder l'équilibre. Il faut avoir un objectif précis, donc savoir où on va. Hein. Si on ne regarde pas au bon endroit et qu'on est sur un fil comme ça, on se casse la figure. Et la troisième chose, c'est qu'il faut aller en avant. Et si on recule, c'est problématique. Je pense que la politique agricole, c'est la même chose. Savoir où on veut aller, garder l'équilibre et avancer, pas reculer. Les solutions du passé, hein, ce n'est pas les solutions qui vont nous aider à répondre aux défis des systèmes alimentaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, je vois que le temps avance, donc je vais passer vite, et puis après, vous pourrez regarder en détail les choses que j'ai évoquées ici. La protection à la frontière en Suisse, elle est élevée, elle est importante. J'ai remis ce graphique ici, hein, vous voyez 30% en moyenne, ça veut dire que si on importe pour 100 francs de produits alimentaires à la frontière suisse, en moyenne, vous payerez 30 francs de droits de douane contre 1,80 franc de produits industriels. Puis là, vous voyez, l'Union européenne, elle paye nettement moins. Donc, la protection à la frontière, elle est importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que une libéralisation, une ouverture complète des marchés, ça ne fonctionne pas. Et puis là, on l'a vu par le passé, hein, vouloir libéraliser comme on pensait dans les années 90, ce n'est pas une bonne solution. Mais à l'inverse, les solutions unilatérales qui isoleraient la Suisse du reste de l'économie mondiale, hein, le confetti suisse au milieu de la périphérie européenne, dans la planisphère, si on prend des mesures qui nous isoleraient davantage, à mon avis, ce n'est pas la solution non plus. Et je pense que la solution sur un continuum de autarcie complète à globalisation effrénée, elle est entre deux, et puis c'est là la difficulté, c'est là qu'on a besoin peut-être de vos conseils. Quel est le bon niveau d'ouverture pour les systèmes alimentaires? Et à mon avis, c'est dans ce sens que vous devez réfléchir. Je pense que les interdictions, les restrictions unilatérales, les interdictions d'importer des fourrages pour les aliments parce qu'on pense que c'est problématique chez nous, ça créerait tellement d'effets contre-productifs qu'on a du mal à anticiper que je pense que ce n'est pas une solution qui est forcément souhaitable. En revanche, je pense, c'est malheureusement difficile parce que ça prend plus de temps, la solution, elle doit passer par la collaboration, s'engager pour que dans les discussions internationales, que pour dans les accords commerciaux qu'on fera à l'avenir, la question de durabilité, elle soit davantage prise en considération. Donc, je pense que moi, à mon avis, la coopération et l'ouverture plutôt que le repli sur soi et le réflexe protectionniste par rapport à ça. Deuxième chose, les paiements directs. Alors là, je vous ai mis le temple grec qui sort des bureaux de l'Office fédéral de l'agriculture et puis qui symbolise les paiements directs. Hein. Alors, vous voyez que c'est relativement complexe. Et ce qui est important de retenir, c'est que le système des paiements directs, il a fait ses preuves, il évolue maintenant depuis près de 30 ans, et puis avec 30 ans d'expérience, il s'est complexifié pour essayer d'atteindre un certain équilibre. Donc vous, la difficulté que vous avez, je pense, et je renonce d'ailleurs à vous expliquer vraiment les détails de ce système des paiements directs parce qu'on y passerait des heures. Vous devez, à mon avis, vous concentrer sur quels sont les objectifs qu'on vise avec ces paiements directs et qu'est-ce qu'on a envie de renforcer par rapport à ça. Et après, des améliorations ponctuelles du système, elles seront possibles et puis on pourra, ou bien les personnes concernées, le Parlement pourront y réfléchir. Mais la difficulté, c'est qu'il ne faut pas perdre de point de vue que c'est un équilibre important et que derrière, c'est des familles paysannes. Hein. C'est 50 000 familles paysannes qui vivent sur la base aussi du soutien qu'ils obtiennent de la Confédération. Donc, on doit être prudent et très respectueux parce que si on commence à changer trop massivement ce système, on met aussi en difficulté potentiellement un certain nombre de familles paysannes par rapport à ça. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu court et rapide, mais le temps avance et je dois foncer. Le troisième instrument, c'est ce qu'on appelle les mesures de marché.
Donc, les mesures de marché, contrairement aux paiements directs, hein, les paiements directs qui sont découplés de ce que vous produisez. La Confédération, elle s'en fiche un peu, elle vous octroie des paiements à la surface. Alors que les mesures de marché, elles sont directement liées à une production. C'est un peu des reliques d'un ancien système. Et ces mesures de marché, elles se déclinent en 4 volets. Donc, il y a la production et la qualité des ventes. Et ici, on pense à des mesures pour des projets spécifiques qui amènent une certaine durabilité ou qui sont particulièrement innovants. Ça a été mis en place il y a quelques années, c'est le plus récent. Le deuxième volet, c'est l'économie laitière. Ici, il y a un soutien pour le lait transformé en fromage, par exemple, pour encourager la production de fromage AOP, à haute valeur ajoutée. Après, il y a un soutien pour la production animale, effectivement. Il y a un certain nombre de mesures d'intervention sur le marché qui touchent directement la production animale. Je pense que ça peut vous intéresser. Un exemple, par exemple, c'est un fonds de désengorgement du marché pour les œufs. Durant la période de Pâques, les consommateurs veulent manger beaucoup d'œufs, donc l'agriculture produit beaucoup d'œufs. Puis une fois que Pâques est passé, les gens ils ont mangé assez de salade d'œufs, ils en ont un peu ras-le-bol de manger des œufs, mais les poules, elles continuent à pondre. Alors on se retrouve avec beaucoup d'œufs sur le marché juste après Pâques. Et ici, la Confédération intervient pour, entre guillemets, écouler ces œufs excédentaires pendant cette période qui suit les fêtes de Pâques. C'est un type de soutien qui est octroyé à la production animale. Il y a un soutien aussi pour l'élevage de certaines races indigènes qui rentrent dans cette catégorie. Et puis le dernier, soutien à la production végétale. Il y a un certain nombre de plantes qui sont soutenues. Par exemple, les producteurs de semences, de plantons de pommes de terre, ils sont soutenus pour encourager la production de plants de pommes de terre indigènes. Ou les producteurs de plants de certaines plantes oléagineuses, ils peuvent aussi être soutenus par le biais de ces productions végétales. Donc, ces instruments, ils sont parfois problématiques parce qu'on déséquilibre le marché et puis on encourage peut-être parfois des filières qui ne sont pas forcément toujours durables parce que ce n'est pas toujours l'objectif central. Mais souvent, ça a des retombées très positives pour les marchés hein, et puis pour les producteurs. Par exemple, sans le soutien pour le lait transformé en fromage, les producteurs de lait de fromagerie ils seraient un petit peu embêtés. Donc ici aussi, il faut veiller à l'équilibre, mais peut-être il y a des alternatives qui sont possibles. Et mes réflexions, c'est comment est-ce qu'on pourrait par ce biais-là encourager encore peut-être davantage l'innovation. Ou bien on en a discuté la dernière fois, est-ce que ça serait possible de mettre en place des mesures pour redonner plus de poids aux producteurs dans les filières agroalimentaires, pour qu'ils aient les outils pour se défendre face à des acteurs qui sont des fois moins nombreux et puis qui tiennent le couteau par le manche dans le cadre des négociations de prix. Ou bien comment redistribuer équitablement les marges en fonction des efforts réalisés pour la durabilité. C'est le producteur bio qui crée la plus-value, c'est le paysan bio sur son champ qui crée la plus-value, ce n'est pas le distributeur qui crée la plus-value qui découle du bio. Donc comment faire pour que cette marge, elle altérisse dans les poches de celui qui crée effectivement la plus-value, à savoir le producteur. Et peut-être qu'ici, il y a des réflexions à faire à ce niveau-là. Le dernier instrument, c'est les améliorations des bases de production, c'est les crédits d'investissement. Donc, ces instruments, contrairement aux autres, ils interviennent ponctuellement, une fois ou deux fois dans la carrière d'un agriculteur, généralement. Au moment de la reprise, par exemple, il y a des crédits d'investissement. Le jeune qui reprend, il reçoit des crédits d'investissement, ça veut dire qu'il reçoit de l'argent de la Confédération qu'il doit rembourser, mais il ne payera pas de taux d'intérêt là-dessus. Et ça aide le jeune à ne pas trop s'endetter auprès d'une banque et puis à rembourser son crédit plutôt qu'à payer des intérêts par rapport à ça. Si vous construisez une nouvelle infrastructure, vous pouvez aussi prétendre à ces crédits d'investissement. Donc ici, je pense que ces instruments ils sont intéressants parce qu'ils ont un effet sur le développement à moyen long terme des exploitations des infrastructures agricoles. Mais c'est vrai que là, peut-être aussi, la question de la durabilité, elle est trop peu prise en compte au moment de l'attribution de ces crédits. On parle beaucoup d'économie. Est-ce que le type va pouvoir rembourser le crédit hein? Comme quand vous allez acheter votre maison, la banque, c'est son souci principal.
Elles s'en fichent après si vous êtes durable ou pas. En agriculture, c'est un peu la même chose. Et puis peut-être qu'ici, on devrait intégrer des réflexions aussi de durabilité, de soutenabilité environnementale, de neutralité climatique, de durabilité au moment de l'octroi de ces crédits. Puis les autres instruments, ben ici, c'est un petit peu la grande inconnue parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Les pistes de réflexion, c'est que on peut soit dire on laisse faire le marché, c'est pas notre affaire, le marché règle tout, ou bien on intervient massivement, par exemple avec des, je sais pas, moi on pourrait imaginer des tickets, des bons de consommation. Chaque citoyen suisse a le droit de consommer tant de viande par semaine pour des questions de durabilité, il ne peut pas le dépasser. Donc on peut imaginer tout et n'importe quoi. L'idée pour moi, c'est de dire réfléchissez peut-être aussi aux possibilités d'intervenir plus loin dans la chaîne que uniquement au niveau de la production. Et voilà mes recommandations. Je terminerai avec ce slide. Pour guider plutôt votre réflexion, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on souhaite atteindre avec l'instrument qu'on souhaite mettre en place? Quel est l'objectif qu'on poursuit? Et si on décide d'intervenir, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi est-ce que c'est l'État qui doit le faire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le marché? Pourquoi ce n'est pas un autre acteur qui le fait? Pourquoi est-ce que l'État devrait intervenir? Et si l'État intervient, comment est-ce qu'il peut le faire? Avec quels moyens? À quel échelon de la filière? Est-ce qu'il doit faire ça au niveau de la production, des transformateurs, du commerce, de la consommation? Et puis pour finir, n'oubliez pas que chaque intervention a un effet négatif potentiel. Il ne faut pas l'oublier. Donc réfléchissez aussi aux conflits ou bien aux effets secondaires de l'intervention. Avec toujours un conseil, la solution miracle n'existe malheureusement pas. Je pense que la solution, et ça on sait le faire en Suisse, elle émerge de compromis, de discussions, d'échanges. Donc vous êtes l'interface idéale pour faire ce genre de réflexion. Et voilà, je termine à 19h50. Je ne sais pas si c'est ce qui était prévu ou pas du tout. Je m'excuse déjà si j'ai dépassé le temps.